Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce 31e épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, merci. Tu t'es remis du décalage horaire, là? Oui, 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 là, je me suis remis du décalage horaire. J'ai Bon, hâte qu'il fasse un peu plus chaud à Montréal parce que c'est toujours autour de zéro en ce moment. Alors, c'est la puis même chose. j'imagine qu'à... Ben, Oui, c'est super bizarre, c'est la même chose ici. Aujourd'hui, il faisait le ressenti, c'était -3. Il y a eu de la neige, de la grêle. OK. Puis dimanche, puis à partir de dimanche, pour le reste de la semaine, on annonce toujours en haut de 22, 23 degrés. Ah, Donc, quand même. Bon. ouais. OK, Bon, ben écoute, ben, cette semaine, on a trois sujets. Donc, les deux premiers, tu vas en discuter avec nous. D'abord, le premier, c'est la rencontre de Paris qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. ouais, Ensuite, en deuxième partie, tu voulais discuter de l'exclusion des Européens, de la négociation qui a lieu en ce moment avec l'Iran. Puis moi, en troisième partie, un événement, écoute, dans l'histoire politique occidentale, je pense qu'avec le 14 juillet 1789, là, je pense que cet événement-là est tout aussi important. Donc, on enregistre vendredi, le podcast est diffusé dimanche. Donc, samedi, tout dépendamment de l'angle où on se place, donc demain ou hier, ça marque le début de la Révolution américaine. Donc, c'est le 250e anniversaire du début de la Révolution américaine. Puis, je voulais parler des origines intellectuelles de la Révolution américaine, puis OK. de l'évolution du système politique américain depuis, et puis dans l'état dans lequel il se trouve là, aujourd'hui, en avril 2025. Donc, ben écoute, je te laisse aller avec le premier sujet, la rencontre de OK. Paris. Alors finalement, les Européens ont obtenu un peu ce qu'ils cherchaient depuis 2 mois, c'est-à-dire d'être inclus, pas directement dans la négociation entre les États-Unis et la Russie sur le sort de l'Ukraine, mais au moins dans des pourparlers avec les Américains et les Ukrainiens sur ce qui se passe entre les États-Unis et Moscou au sujet de la crise ukrainienne. Donc, Macron a accueilli Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et en même temps, il a invité des Européens, le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne et celui du Royaume-Uni, en plus d'une délégation assez importante de dirigeants ukrainiens qui se sont réunis donc à l'Élysée pour discuter des prochaines étapes. D'abord, où est-ce qu'on en était dans les négociations entre Moscou et Washington? Et puis, qu'est-ce qu'on peut commencer à planifier comme ressources qui seront mises à la disposition des Ukrainiens si jamais il y a un accord de paix? Alors, la fin de la réunion a été présenté positivement par les trois acteurs, américains, français et ukrainiens, mais en même temps, il reste des obstacles assez considérables sur le chemin vers la paix. D'abord, le fait que les Américains discutent avec les Européens, c'était déjà une ouverture, parce que tu te souviendras que euh, c'est Trump qui a ouvert la négociation avec Poutine, qui en avait même pas informé les Européens et qui, depuis 2 mois, distillait un peu les informations auprès des Européens et même des Ukrainiens. Or là, il semble qu'il y a eu un dialogue, comme on dit sur le plan diplomatique, plus franc et constructif. Alors, pour ce que ça veut dire, moi j'imagine bien que les Ukrainiens devaient être heureux d'être autour de cette table-là pour pouvoir discuter directement avec les Américains et les Européens. Bien sûr, il y avait eu des discussions avant en Arabie Saoudite, mais là, le format, c'était à trois. Et donc, juste ça, ça permet à chacun de dire que la discussion a été constructive et puis on avance vers quelque chose mais on ne sait pas quoi.
exactement. Mais ce qu'on a pu tirer d'informations, qu'on peut lire dans la presse française en particulier, c'est que tout le monde reste pas mal sur leur position. Les Ukrainiens sont arrivés pour dire essentiellement aux Américains, surtout, qu'ils avaient des lignes rouges et que ces lignes rouges étaient infranchissables. C'est vrai qu'on dit tout le temps ça au début d'une discussion ou au début d'une négociation, et puis on finit par céder sur certains plans. Mais je voudrais rappeler les lignes rouges de l'Ukraine pour vous montrer après la difficulté à aller vers un accord de paix. Donc, d'abord, pas de statut de neutralité pour l'Ukraine. Deuxièmement, pas de démilitarisation ni de limitation de ses forces armées. Troisièmement, non-reconnaissance de l'occupation de ces territoires par Moscou. Quatrièmement, des garanties de sécurité solides pour empêcher une nouvelle agression. Cinquièmement, retour des prisonniers de guerre, des civils et des enfants déportés en Russie. Ça, c'est dans le cas du contentieux direct entre Kiev et Moscou. Ensuite, ils espèrent que la reconstruction soit entièrement payée par la Russie. L'Ukraine demande aussi une adhésion rapide à l'Union européenne ainsi que la poursuite de son chemin irréversible vers l'OTAN. Alors, avec toutes ces conditions, à mon avis, ça va être difficile d'avancer parce qu'on a l'impression de revenir à la case départ. Ben oui. Donc, il s'agit de savoir ce qui s'est vraiment dit d'abord pendant cette journée de discussion à l'Élysée et jusqu'où ensuite on peut accompagner ce processus de paix. Il reste qu'il y a d'autres obstacles et qui cette fois-ci ne viennent pas des Ukrainiens, mais plutôt des Européens, parce que on va de conférence en sommet de chefs d'État depuis deux mois à peu près, à Londres, à Bruxelles, à Paris, ailleurs. Et à chaque fois, tout le monde se fait un petit pep talk autour de la table en se disant, nous les Européens, on est prêts à faire ceci, à faire cela. On n'acceptera pas telle chose des Russes. Et puis à la fin, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de matière qui est sortie de ces sommets et qu'on tourne un peu en rond, d'autant plus que la plupart des pays européens sont sans moyens financiers ou militaires. Euh, on parle ici des petits pays européens qui voudraient participer à, admettons, une force de dissuasion qui serait déployée après un accord de paix. Il n'y a que les grands pays qui ont des moyens, le Royaume-Uni, Oui. l'Allemagne, la France. Et, On peut ajouter. et encore, est-ce que ce serait véritablement Alors, dissuasif? et alors, même avant de parler de la dissuasion, c'est de parler des formats de cette force. Parce que si ces trois grands pays, puis vous pouvez ajouter la Pologne et l'Italie, mais encore là, eux sont pas très enthousiastes, mais si vous avez ces trois grands pays qui peuvent former l'ossature d'une force d'intervention, encore faut-il s'entendre sur le format. Les Français veulent aller sur le terrain, au sol, alors que les Britanniques verraient plus une force aérienne et navale qui pourrait projeter son caractère dissuasif. Parce que sur le plan des forces terrestres, les Britanniques n'ont pas grand-chose à aligner, semble-t-il, pour l'instant. Exactement. Alors, les Européens ont de la difficulté à se mettre en ordre de bataille, ce qui n'aide pas aussi à la négociation vers la paix. Et évidemment, il y a les États-Unis, le gros joueur que tout le monde attend, mais qui n'est pas là finalement, parce qu'il ne va pas participer à la force d'intervention, il ne va pas s'assurer de la protéger à distance. Les Américains sont bien disposés à faciliter le dialogue diplomatique, mais sur le plan des ressources, ils ne mettent rien.
Et ce qui a été très intéressant à la fin de cette conférence de Paris, c'est ce que Marco Rubio a déclaré à l'aéroport de Paris avant de repartir vers les États-Unis. Il a dit, et je cite, s'il n'est pas possible d'arriver à la paix, il faut passer à autre chose, car les États-Unis ont d'autres problèmes à régler. Ce qui envoie comme message que d'abord, la priorité des Américains, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Asie et la Chine, et l'Amérique, évidemment, avec ses convoitises sur le Groenland, Panama ou autre, ou même le Canada. Et puisque nous sommes occupés ailleurs, vous, Européens, c'est votre problème, la paix avec la Russie, Mm. entre l'Ukraine et la Russie. Ouais. Donc, je vois ça un peu comme une douche froide sur les intentions ou les aspirations des Européens et des Ukrainiens qui évidemment se sont montrés très positifs après cette conférence. Mais il faut bien reconnaître ici que s'il n'y a pas de possibilité de paix entre les deux, les Américains vont tout simplement se retirer. Ouais. C'est ce que j'en conclus. Ouais. Ben, c'est ça parce que j'ai pas fait le calcul, mais on doit arriver à la fin de la période des 100 jours que Trump avait donné à son négociateur, le général Kellogg. On y arrive ou on y est déjà Le, arrivé. alors, 20 février, 20 mars, 20 avril. Oui, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Dans ce que tu me dis, la déclaration de Rubio, ça me laisse sous-entendre que les Américains, après la période de 100 jours en question, ils vont tout simplement pouvoir dire à l'opinion publique, écoutez, vous êtes témoin. On a vraiment tout fait pour mettre un terme à cette guerre-là. Ouais, On a réuni les différentes parties impliquées. Mais là, clairement, là, il y a des gens qui sont soit de mauvaise foi ou ouais. ils sont bornés puis ils n'ont pas l'intention, eux, de faire la paix. Donc, écoutez, nous, on n'a pas d'autre choix que de nous désengager de ce piège-là. Et puis, ils continueront à s'égorger. Puis, de toute façon, à la base, ça reste une question européenne. Donc, si les Européens ne veulent pas faire preuve là, du pragmatisme qui s'impose, ben c'est eux qui supporteront l'effort de guerre pour on ne sait trop Oui, encore combien d'années, là. je pense que le message est adressé évidemment aux Européens, mais surtout aux Ukrainiens finalement. Mm. Parce que si vous arrivez avec la liste que je viens d'énumérer, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier ici. Bon, on sait tous que à la fin de la négociation, les Russes ne vont pas se retirer des 20% de territoire qu'ils Ah non. occupent en Ukraine. Ça, Donc c'est ça, c'est... c'est un acquis, Alors, ça. c'est un acquis pour eux. Évidemment, ça explique sans doute le phrasé de cette ligne rouge qui est la non-reconnaissance de l'occupation de ces territoires par Moscou. Ce qui est une façon de dire, oui, on reconnaît que vous êtes là, de facto, mais on ne va pas reconnaître de jure votre C'est ça. occupation des territoires ukrainiens. C'est ça. Et ça fera l'objet de négociations dans 5, dans 10 ou 20 ans. Je vous rappellerai, Jean-François, que les Turcs occupent le nord de Chypre depuis 1974 et ils négocient toujours. Oui, c'est ça. Alors, Non, mais je c'est ça. Non, pense mais que, ça, c'est probablement une condition qui fait sens, qui est acceptable. Donc, on reconnaît que vous êtes là, mais vous êtes en territoire occupé. Donc, voilà. juridiquement Maintenant, parlant, c'est ce sont peut-être... toujours des territoires ukrainiens, puis on Ouais, n'abandonne pas notre souveraineté sur ces territoires-là. D'ailleurs, j'ai vu un podcast d'un type qui voyage là, dans l'espace post-soviétique, puis il était à Kiev récemment, puis il montrait à la station à la gare centrale de Kiev. Donc, vous avez l'horaire des trains et vous avez un autre horaire non officiel où vous avez Kiev, direction Sébastopol, direction Louhansk, Lysychansk, ah Kherson. oui, Puis vous avez toutes ces villes-là, elles sont toutes écrites en noir, à l'exception d'une seule ville, Kherson, qui, elle, est écrite en blanc. Donc, l'idée, ça renvoie que voici les territoires, les villes qu'on doit ouais, libérer. Puis en ce moment, la seule ville qu'on a libérée, c'est Kherson, mais dans un avenir plus ou moins rapproché ou éloigné, l'objectif, ça sera aussi ouais.
Sébastopol, les villes en Crimée, puis dans les territoires de Louhansk et Donetsk qui sont occupés par la Russie. Donc, tu sais, je veux dire, même dans l'image qui est projetée à la gare, là, je veux dire, les gens, des Ouais, ouais, milliers de ouais. personnes se rendent là tous les jours pour voyager. C'est l'image que le Ouais. gouvernement ukrainien renvoie à sa population. Donc, c'est ça, Maintenant, peut-être ils il sont peut-être s'agit de ça. en phase Il avec s- leur population. Si c'est ouais, effectivement la population est prête à poursuivre ce combat-là, c'est difficile pour le gouvernement d'adopter une ligne différente. Euh, ouais. Mais il s'agit de savoir maintenant quelles sont les conditions des Russes. Parce que là, on parle entre nous finalement. Tout le monde est autour de la table, mais entre alliés d'une certaine façon. euh, Et peut-être que les Russes vont mettre comme condition la reconnaissance de jure du- des territoires. Et là, on va assister à un blocage, à moins ouais. qu'ils concèdent, ils concèdent de, de reprendre le phrasé des Ukrainiens. Est-ce, Alors, est-ce que ça leur on est conviendrait? en... Oui. Mais ça, Voilà. à l'heure actuelle, ce que les Russes exigent, c'est le contrôle plein et entier des quatre oblasts. Oui, En ce voilà. moment, En plus, qui sont pas... c'est ça, ils les contrôlent pas tous à l'heure Voilà. actuelle. Continuer la dénazification de l'Ukraine, ce qui essentiellement veut dire le départ aussi de Zelensky. Zelensky, ouais. Euh, Ça, peut-être, écoute, c'est peut-être plus un acquis qu'autre chose parce que tu sais, encore une fois, comme je disais, ça dépend de la population. Si à un moment donné, vous avez la population, une majorité de la population qui en a marre de la guerre, ou pire encore, c'est ce qu'on pourrait voir, une démobilisation massive des soldats sur le terrain, Ouais, des hommes qui combattent depuis 3 ans. Puis clairement aussi en Ukraine, il y a une inégalité, là, il y a une injustice parce que on s'entend que les enfants des oligarques, là, vous avez des images qui circulent, ça fait la fête dans des boîtes de nuit de Kiev, des jeunes hommes en âge de combattre qui ne sont pas sur le champ de bataille. Puis l'âge moyen du soldat ukrainien sur le champ de bataille est au-delà de 40 ans, là. Donc, c'est des ouais, personnes relativement âgées qui n'ont pas pu verser un pot de vin pour pouvoir éviter là, d'être mobilisés. Donc, à un moment ouais. donné, c'est un peu comme pendant la Première Guerre mondiale, vous avez des soldats, les soldats français dans les tranchées, qu'à un moment donné, en 1917, là, il y a eu des mouvements de rébellion. Les soldats refusaient de monter à l'assaut. Et puis, il y avait cette idée-là que, écoutez, là, c'est pas à nous, là, les gens de la petite société, là, les pauvres, à devoir combattre alors que vous avez des gens qui sont planqués à l'arrière, qui refusent, eux, Mhm. de faire l'effort nécessaire. Il y a ça aussi qu'on pourrait assister au cours des prochaines semaines, des prochains C'est une mois. possibilité, On oui, a oui. déjà Parce vu il y a eu oui, des désertions oui, et puis à il y a petite une échelle, difficulté, il y a une difficulté à recruter. exactement. Peut-être que c'est la même chose du côté russe, mais du côté russe, il y a quand même un bassin de population qui est énorme. Euh, on dit souvent que c'est la population russe, c'est 3 fois celle de l'Ukraine, mais en fait, c'est pas vrai. C'est 5 fois, 6 fois, parce que la population Oui, ukrainienne, il faut la calculer non pas lors de l'indépendance, il y avait 50 millions d'habitants en Ukraine, il y en a 28 aujourd'hui, mais c'est ça. avec les départs, avec les déplacés, avec les réfugiés à travers l'Europe. Alors, Les Ukrainiens qui restent en Ukraine, c'est pas le 40 sont millions une ou trentaine 45. de millions, Ça, alors une que les trentaine de Russes, millions. on parle, ma Ben, ils foi, sont dans leur 150, 145. c'est ça, 145, Ouais, 150 millions. Donc, ouais. ils n'ont pas de problème de recrutement, mais c'est un recrutement qui coûte aussi extrêmement cher Ah ben oui, à la oui, Russie. Puis oui, c'est ce ça, que je discutais il y a quelques semaines. Toute la question est de savoir est-ce que l'économie russe a la capacité de pouvoir soutenir ouais, encore sur le long terme cette mobilisation-là. Une chose aussi qu'on n'a pas discuté, mais ça a été évoqué par le général Kellogg il y a environ une semaine de ça, puis ça a créé un tollé. Il a évoqué la possibilité qu'on puisse partitionner l'Ukraine, que l'Ukraine, ouais. qu'il puisse y avoir une partition de l'Ukraine, donc même une carte qui a circulé. Donc, vous auriez là, les quatre oblasts dans l'est du pays qui seraient sous contrôle Mhm. russe, et puis vous auriez une très grande partie du territoire, donc tout l'ouest du pays
et vers le sud aussi. Donc, ça irait jusqu'à Kherson, qui serait sous contrôle américain, britannique, aussi français. Donc, ce qui laisserait là, un peu le territoire ukrainien, en tout cas, sous contrôle des Ukrainiens, ça serait réduit à une peau de chagrin. Donc, ça a Est-ce été qu'on va, évoqué. on s'en va vers un scénario à l'Allemagne 1945? Ben c'est ça, en tout cas, c'est le général Kellogg a évoqué, puis là on l'a critiqué, il a quand même fait marche arrière, mais le fait est qu'il a évoqué cette possibilité-là. Et puis tu sais, dans le contexte où Ça veut donc dire que c'est discuté. oui, c'est peut-être un ballon d'essai aussi, hein. Vous savez, en politique, on lance des Ouais. ballons d'essai comme ça pour voir comment l'idée va être accueillie par les journalistes, la population, les élites politiques. Mais il en reste pas moins que dans le contexte où les grandes puissances, les grandes nations essaient de s'accaparer les terres rares, les ressources naturelles. On sait qu'il y en a énormément en Ukraine. Ça ferait sens là, dans cette perspective-là, et ça serait peut-être aussi une façon, en quelque sorte, de régler le problème des fameuses garanties de sécurité. Ben, on n'a pas à offrir des garanties de sécurité à un pays si on occupe le deux tiers de son Le territoire. territoire. Donc, Ouais. en fait, la garantie de Ouais. sécurité, c'est si les troupes russes décident de franchir le Dnipro, le grand fleuve qui coupe à peu près l'Ukraine en deux, ben, ils ne seront pas confrontés à des soldats ukrainiens, ils vont être confrontés à des soldats américains Mm. ou des soldats britanniques. Puis là, l'effet est beaucoup plus dissuasif, là. Donc, ça a été évoqué, mais bref, tout ça pour dire que, en tout cas, les espoirs qui ont été soulevés il y a 100 jours lors du retour de Trump à la Maison-Blanche, c'est pas en train de En tout cas, livrer les fruits escomptés, là. donc, Ouais. ça livre pas les fruits escomptés, en tout cas pour les Ukrainiens et pour les Européens. Les Non. Américains, eux, de toute façon, seront satisfaits d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça. Laisse-moi parler maintenant, mais Oui, vas-y. très brièvement, de l'Iran, de la négociation sur le nucléaire iranien. Je ne veux pas m'étendre sur la négociation comme telle, mais uniquement pour souligner que après des années de gel de dialogue entre l'Iran et les États-Unis, celui-ci a repris, euh, encore une fois, en Arabie saoudite. Et les Américains et les Iraniens ont donc discuté directement d'un prochain accord sur le nucléaire militaire iranien. Il s'agit, comme chacun sait, d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que, encore une fois, comme dans le cas de l'Ukraine, les Européens sont exclus de la discussion. Or, il faut se rappeler que dans les années 2010, l'accord sur le nucléaire iranien avait été conclu avec les puissances européennes et les États-Unis, la Chine et la Russie, bien sûr, et que là, Trump décide de passer par-dessus ses alliés européens et entame des discussions avec les Iraniens. Donc, sur deux grands dossiers importants de sécurité, les Européens sont exclus de la négociation directe. Dans le cas de l'Ukraine, il y a un dialogue, hein, celui de Paris qui a commencé, puis l'échange Mhm. d'informations, mais il n'y a pas de, les Européens ne sont pas assis à la table comme ils le voulaient avec les Russes. Et dans le cas de l'Iran, euh, les Américains sont face aux Iraniens. Donc, est-ce que ça va produire un accord? Ça reste à voir. Tout dépend encore là du président Trump. Il change d'idée comme il change de chemise. Donc là, ça reste difficile. Mais c'est pour vous montrer la marginalisation des Européens dans cette recomposition internationale depuis quelques années. Euh, il y a vraiment un effort à faire du côté européen pour se trouver un ordre de marche cohérent et qui les unifie autour de positions communes. Or, ils n'arrivent jamais à trouver des positions communes sur ces grands dossiers-là. En Ben, tout cas, c'est très rare. c'est sûr, c'est difficile à 27, hein, de Voilà, s'entendre. C'est le grand voilà. problème de l'Union européenne avec l'élargissement. Inévitablement, on rajoute des acteurs autour de la table. Puis si tous les pays ont des droits de veto Ben, sur les grandes questions, c'est ça. institutionnellement, il y a des questions où les États
ne peuvent pas bloquer les décisions de la Commission européenne Oui. parce que c'est inscrit dans les traités dans le fonctionnement de la Commission européenne. Mais sur les affaires étrangères et la défense, chaque pays conserve sa pleine souveraineté sur ces questions-là. Donc, effectivement, à 27, ça commence à être très Puis, difficile. puis dans le monde d'aujourd'hui, en 2025, où la question des relations entre les États prend la place qu'on sait aujourd'hui, évidemment, là, ça vient créer, ça vient mettre beaucoup de sable dans l'engrenage. Je rappellerai aussi il y a quelques Alors, jours, J.D. Vance, le vice-président américain, a aussi fait ouais, une déclaration à un média britannique dans lequel il disait que c'était fini le temps où l'Europe était le vassal des États-Unis. Il y a eu des discussions sur les plateaux de télévision en France sur cette question-là. Puis tous les intervenants disaient, ben oui, effectivement, hein, c'est un peu normal qu'on reprenne un petit peu ouais, notre indépendance. C'est sûr, en ouais, 1945, inévitablement, l'Europe était complètement détruite. On avait besoin voilà, des Américains, donc la vassalisation était normale à l'époque. Mais 80 ans plus tard, il y a quelque chose de pas normal à ce que l'Europe soit pas en mesure de ouais, collectivement de faire face à des menaces qui peuvent être existentielles, soutenir un pays comme l'Ukraine, de pouvoir être assise à la table de négociation dans des questions importantes comme avec sur le nucléaire iranien. Donc, il y a comme comment dire, comme pour le Canada, pour le commerce, ça a toujours été la solution facile. Bon, ben, les Américains ah, sont ben oui, là, donc pourquoi est-ce qu'on irait ouvrir d'autres marchés? Dans le cas des Européens, je pense qu'ils sont tombés un petit peu dans le piège aussi de la facilité. Donc, bon, ben, les Américains ont des bases ici, ce sont nos amis, on partage les mêmes valeurs. Donc, c'est une amitié qui va perdurer ad vitam aeternam. Alors qu'ils ont oublié quelque chose, on s'en rend compte depuis 3 mois. Euh, L'amitié en politique, c'est pas l'amitié entre de véritables amis. ben C'est oui, des amitiés qui reposent sur qu'est-ce que tu peux me procurer, quel avantage est-ce que tu peux me procurer, quel avantage est-ce que je peux te procurer. Puis dans un contexte où le président américain a une logique qui est très rationnelle, instrumentaliste comme ça, ben, il en vient à la conclusion, vous nous coûtez de l'argent. On a un déficit commercial avec vous, c'est la même chose avec le Canada. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait des amis? Vous êtes en ouais. fait, un Ben, peu l'expression populaire, vous êtes un peu des sangsues, vous êtes ouais, accrochés à nous, vous faites pas votre juste ouais, part. On en a marre après 80 ans, ben donc ouais, prenez-vous en main. Puis peut-être dans ces déclarations-là, il y a aussi cette volonté un peu en fait, par ces décisions-là et ces déclarations-là, il y a un peu la volonté d'humilier les Européens afin qu'ils se réveillent ouais. pour qu'ils se prennent en charge et qu'ils développent une politique étrangère dans la mesure du possible qui puisse être cohérente, puis qui soit appuyée par des mesures véritablement concrètes. Tu connais l'expression, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, je Exactement. pense que ça résume ce que tu viens de Oui, dire. mais les Européens se sont dit, ah ben non, on partage depuis 80 ans, on partage quelque chose de plus que simplement des intérêts. On a des valeurs qui nous unissent et puis c'est plus fort que tout. Bon, on se rend compte que ben, finalement, Non. ben, est-ce que ça a Ouais, toujours été le cas? J'en sais rien, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça n'a absolument aucun impact sur la politique ouais. étrangère américaine à l'égard de l'Europe, du Canada ou bien encore du Mexique. Alors, parle-nous de la Révolution. Ben oui, je me suis rendu compte de ça. J'ai lu un article dans un média de la Nouvelle-Angleterre, de la région de Boston, puis effectivement, qui rappelait que donc le samedi, le 19 avril, ça marquera le 250e anniversaire du début de la guerre d'indépendance américaine, donc en 1775. Donc, il aura fallu plus d'1 an avant que le Ah début de oui, cette guerre-là mène à la fameuse déclaration d'indépendance des 13 colonies le 4 juillet 1776. Mais donc, c'est ça, vous avez eu deux escarmouches dans la région de Boston. Entre les troupes coloniales puis les troupes britanniques. Puis moi, je trouve ça fascinant, cette période-là de l'histoire, parce que j'ai déjà écrit sur le sujet des origines intellectuelles
de la Révolution américaine. Et puis, tu sais, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'indépendance, c'est toujours pour des questions, ah, notre culture n'est pas reconnue, notre langue n'est pas Mhm. reconnue, il y a une menace d'assimilation. Tu sais, c'est le discours très typique qu'on trouve chez les indépendantistes au Québec, alors Voilà. que dans le cas des 13 colonies américaines à la fin du 18e siècle, c'était pas du tout une question qu'on pourrait appeler aujourd'hui une question d'autodétermination linguistique ou culturelle, parce que sur le plan linguistique ou culturel, les 13 colonies américaines de l'époque, puis la Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose, là. Donc, Ouais. c'était véritablement des frères. La véritable raison pour laquelle ils ont fait l'indépendance, c'était parce que le système, c'était leur croyance à eux, le système politique britannique de l'époque n'était plus en mesure de garantir leur liberté individuelle. Donc, on est dans un paradigme qui est complètement différent de celui dont on est habitué dans le cas du débat sur la question nationale au Québec, ou que ce soit le cas aussi en Espagne avec les Catalans, en Belgique avec les Flamands, ou en Grande-Bretagne maintenant avec les Écossais. Donc, tu sais, il faut se rappeler qu'après la guerre de 7 ans, la fameuse bataille des plaines d'Abraham, puis la Ouais. conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne, ben, c'est une guerre qui avait coûté extrêmement cher. Et puis la couronne britannique, après avoir remporté cette guerre-là, était endettée. Donc, ils ont décidé de lever de nouvelles taxes et ils se sont dit, ben, écoutez, on a fait cette guerre-là afin d'empêcher les 13 colonies américaines de devenir françaises. Donc, il est tout à fait normal que ce soit les colons de ces colonies-là qui paient ces nouvelles taxes-là. Donc, ils ont imposé des taxes sur des timbres. Qu'est-ce que ça veut dire, Ouais. ça, des Ouais. timbres? Moi, par exemple, ici, là, chez moi, lorsque vous allez chez le médecin puis vous devez justifier votre absence auprès de votre employeur, vous devez faire étamper par la secrétaire, le médecin, puis je ne sais pas quelle autre, Ah, voilà. l'infirmière, le fameux, le Spravka qu'on appelle, donc le document médical. Donc, les étampes, c'était à l'époque un peu les timbres. Donc, faire timbrer OK. un document, ça le rendait officiel. Ouais. Donc, pour officialiser tous les documents, il fallait que les gens achètent des timbres et les revenus de l'achat de ces timbres-là devaient servir à rembourser les dépenses de la guerre de 7 ans. Par la suite, ils ont voulu imposer des taxes comme ça sur le sucre, sur le thé. Or, le problème, c'est que les colons américains n'avaient pas de députés, n'avaient pas de représentants à Westminster, au Parlement Ah oui. britannique. Et puis, eux se disaient, écoutez, et ça, c'est le principe de pas de taxation sans représentation. Donc, ça se Voilà. dit, écoutez, on n'a peut-être aucun problème à payer ces taxes-là. Le problème, c'est que vous les imposez sans nous demander notre consentement. Et Mhm. ça, c'est une violation d'un droit naturel fondamental qui avait été évoqué 100 ans auparavant par John Locke, le philosophe britannique, où il disait, tout individu naît avec des droits naturels qui sont inaliénables, donc le droit à la vie, à la sécurité et à la propriété. Ah, Donc, voilà. dans cette idée-là, dans laquelle ils ont bercé pendant presque une centaine d'années dans la philosophie de Locke, les Américains se sont dit, écoutez, le gouvernement britannique n'a pas le droit de nous imposer des taxes sans notre consentement. S'il le fait, ben, c'est une violation d'un de nos droits naturels les plus fondamentaux, Mhm. en l'occurrence la protection du droit à la propriété. Et dans la philosophie de John Locke, lorsqu'un gouvernement passe outre le consentement des individus, les individus ont un droit légitime à la désobéissance civile, donc renverser le gouvernement et le remplacer par un nouveau gouvernement qui va être beaucoup plus respectueux du respect des libertés individuelles. Donc, la Révolution américaine, c'était pas une révolution comme je le disais, pour l'autodétermination linguistique ou culturelle d'un peuple. C'était une révolution philosophique pour garantir, préserver la liberté individuelle qui était menacée par les agissements de la couronne britannique. Et puis, OK. donc, la guerre d'indépendance a duré presque 8 ans, jusqu'en 1783. Et entre 1783 jusqu'à 1787, 88, 89, ils ont discuté de la nouvelle Constitution américaine, à quoi ça Mhm. devait ressembler. Et lorsqu'on regarde la Constitution américaine, elle a été, elle a été construite, elle a été faite de façon à empêcher qu'une situation comme celle de la couronne britannique ne puisse pas se reproduire à nouveau. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont institué une multitude de poids et de contrepoids. Ah oui. Ils ont multiplié les institutions. Donc, l'idée, c'était de diffuser le plus possible la souveraineté populaire afin d'empêcher qu'un seul individu soit en mesure de s'accaparer tous les pouvoirs et se transforme en tyran
qui pourraient là, encore priver le peuple américain de leur liberté. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez un système fédéral aux États-Unis. Donc, vous avez le gouvernement fédéral qui est responsable de certaines compétences, puis vous avez les 50 États qui sont aussi responsables de certaines compétences et l'un et l'autre ne peut pas empiéter sur les compétences. Le Mhm. fédéral ne peut pas empiéter sur les compétences des États et vice-versa. Vous avez le pouvoir exécutif entre les mains du président, mais vous avez aussi le pouvoir législatif et vous avez aussi le pouvoir judiciaire. Et vous Judiciaire. avez une Ouais. multitude de contre-pouvoirs entre ces pouvoirs-là qui viennent empêcher virtuellement, qui viennent rendre impossible la possibilité que le Congrès à lui seul en vienne à s'accaparer tous les pouvoirs, parce que si ça Ah devait ouais. être le cas, le président aurait des moyens pour faire en sorte que ce ne soit pas possible. Le Congrès et les tribunaux ont aussi maintenant les moyens d'empêcher la présidence ou le pouvoir exécutif de pouvoir s'ériger en régime tyrannique. Puis c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle est en train de se déployer sous la nouvelle administration Trump, la question des tarifs. Les gens disent, ah mon Dieu, il signe des décrets par-dessus décrets, il se comporte comme Mhm. un véritable dictateur. D'ailleurs, il avait dit pendant la campagne électorale que c'était son Qu'il le intention ferait. qu'il le Oui. ferait. Mais ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que vous avez 4 sénateurs républicains qui, eux, commencent à émettre des doutes, à critiquer publiquement l'administration Trump pour la mise en place de ces barrières tarifaires-là à l'égard du Mexique, du Canada puis des autres pays. Puis ultimement, il va y avoir des décisions qui vont être prises de la part de ces individus-là. Et si Trump n'a pas la majorité au Congrès pour pouvoir mettre en place ce qu'il veut mettre en place, ben, ça n'arrivera pas, là. Parce que, Ouais. ultimement, le Congrès a le pouvoir de bloquer les initiatives du président comme ça. On l'a vu, il avait aussi signé un des premiers décrets qu'il avait signé lors de son retour à la Maison-Blanche, c'était de retirer la citoyenneté aux, euh, aux enfants d'étrangers nés en territoire américain. Donc, de mémoire, ça, je Ah pense, oui. c'est le 14e amendement. Et puis, donc, il y a quelqu'un qui a déposé une requête devant un tribunal, a plaidé l'inconstitutionnalité de ce décret-là, et le tribunal a suspendu Il a donné raison a donné raison aux plaignants. aux Donc, plaignants. c'est ce qu'on est en train de se rendre compte en ce moment, peut-être plus que jamais auparavant, la résilience du système politique américain et sa raison d'être. Donc, on se rend compte vraiment que c'est un système qui a été fait de façon à empêcher la tyrannie et préserver les libertés individuelles, parce que c'était ça que les Donc, pères fondateurs souhaitaient instaurer comme nouveau système politique ouais. d'abord et avant tout. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'entrer en lutte contre la couronne britannique. C'était pas pour préserver la langue anglaise aux États-Unis. Ouais, ouais, C'était pas non. pour préserver la Mais religion protestante ou anglicane aux États-Unis. La raison était tout autre. Et ce qui en fait, euh, à l'instar de la Révolution française, peut-être les deux seules révolutions véritablement philosophiques et qui, mhm. s- qui s'expliquaient sur la base de la protection des libertés individuelles et non des libertés collectives comme c'est le cas aujourd'hui, là. Est-ce que je comprends que tu n'es pas aussi pessimiste qu'on l'entend aux États-Unis ou ailleurs sur la survivance, si je peux m'exprimer ainsi, du système politique américain, qui sait comment combattre un président qui empiéterait sur ses prérogatives? Ouais, non, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, même si OK. Trump a dit qu'il aimerait se présenter pour un troisième mandat, ce qui est impossible encore en vertu de la Constitution. Encore une Ah fois, oui. pour lui permettre de le faire, il faudrait amender la Constitution. Et ça, Et c'est c'est, très long. écoute, je pense que c'est 38 États sur 50 ou 40 C'est États quelque sur chose, 50 et, 35, 38, ouais, et les deux tiers des du représentants Sénat. et des Et sénateurs. du... Donc, Ah ouais. Donc on est imaginez, très là, loin. imaginez à quel point ça serait. Ben, en fait, c'est impossible que Trump puisse mettre en application cette volonté-là de sa part. Par contre, évidemment, le système politique américain, on se rend compte que depuis, disons, 25 ans, 30 ans à peu près, peut-être depuis l'administration Clinton, que c'est un système qui est un peu dysfonctionnel, que c'est plus nécessairement un système où les gens des différents partis ont tendance à s'asseoir ensemble et essayer de trouver des compromis, faire des consensus Ouais. sur des grandes questions importantes. Peut-être le dernier politicien célèbre à avoir
vraiment bâti sa carrière politique sur la question des compromis comme ça entre les différents partis, c'est John McCain, l'ancien Oui, sénateur de oui, l'Arizona qui avait été candidat à la présidence contre Obama en 2008. Mais oui. on se rend compte qu'effectivement, il y a de part et d'autre, tant les démocrates que les républicains semblent opérer dans des chambres d'écho. Et puis, c'est de plus en plus difficile d'avoir des ententes, des deals bipartisanes. Mais la question, c'est est-ce que c'est la faute des institutions ou c'est pas plutôt la faute des individus Voilà. qui sont les représentants au sein de ces institutions-là? Et la mentalité de ces individus-là, est-ce que c'est pas aussi tributaire d'une situation aux États-Unis sociale et économique qui a entraîné cette polarisation-là Mhm. entre différentes classes? Puis Ouais. on se rend compte aussi depuis les années 70, puis c'est un phénomène qu'on trouve un peu partout en Occident. À partir des années 70-80 aux États-Unis, vous avez commencé à avoir il y a eu un déclin de la classe moyenne. Donc, si vous avez un déclin de la classe moyenne, inévitablement, ben, il ne peut en découler une polarisation entre des Mhm. classes plus riches et des classes plus pauvres. Puis, donc, la classe moyenne, auparavant, opérait en forme d'une espèce de zone tampon, une zone de modération qui était en mesure Mhm. de modérer les velléités plus Les extrêmes, extrêmes. les deux Ouais. extrêmes. Mais si vous avez cette classe-là qui diminue de plus en plus au profit d'une polarisation entre les riches et les pauvres, bien, inévitablement, la discussion va être beaucoup moins modérée. Ouais. Les individus vont avoir tendance à proposer des solutions qui vont être beaucoup plus extrêmes qu'auparavant. Donc, je pense que les gens qui se disent qu'il faut revoir le système politique américain parce qu'il ne fonctionne plus, je pense qu'ils se trompent de cible. Ah oui. Parce que le système, je pense, fonctionne très bien pour Ouais. empêcher les velléités tyranniques de tout un chacun. Mais le problème, c'est pas nécessairement le système politique américain qui a été pensé il y a presque 250 ans de ça, mais c'est la Ouais. situation sociale et économique aux États-Unis qui engendre, qui crée cette situation-là de polarisation. Puis encore une fois aussi, les gens qui pointent du doigt les réseaux sociaux, je pense que les réseaux sociaux, c'est plus le reflet d'une réalité sociale et politique. Ça peut être un accélérateur de cette réalité sociale et économique qu'on trouve dans la société américaine, puis pas juste aux États-Unis, au Canada ou ailleurs en Occident, mais que c'est pas les réseaux sociaux ou le système politique américain qui ont créé cette polarisation-là. Je pense que Polarisation. la Ouais. source de cette polarisation-là vient d'ailleurs. Puis, Donc, il y a de quoi, il y a de quoi faire de la recherche, là, mon cher Jean-François. oh oui, oui, effectivement. Donc, ben c'est Voilà. ça. Encore une fois, je pense qu'en Occident, si c'est pas l'événement politique le plus fondamental depuis le début de la modernité, depuis le 16-17e siècle, je me demande bien sur le plan politique et philosophique, ce qui peut être un événement plus important que la Révolution américaine. 250 Voilà. ans, puis on pense, puis c'est la dernière chose que j'ai à dire là-dessus, un système politique qui aurait été en mesure de perdurer pendant presque 250 ans, là, ma foi, chapeau, hein? Sont rares parce C'est que extrêmement rare. souvent on compare avec la France qui a eu quoi, Ils en sont deux empires, 15 républiques, enfin j'exagère là, Oui, oui, 18 constitutions en 2 siècles aussi. c'est Alors ça. Ben, l'instabilité. tu sais, la démocratie grecque a duré un petit peu plus de 100 ans. OK, L'Union soviétique, ça a été 70 ans. Le système politique américain, presque 250 ans. ouais, Le c'est seul, exceptionnel. le seul système politique qui a une longévité plus grande que le système politique américain, c'est la République romaine, qui a perduré OK, presque 500 ans. Et les gens qui s'intéressent à l'histoire vont réaliser que le système politique américain est calqué sur le système ouais, de la République romaine. Donc, ouais, c'est pas une coïncidence si un système qui en a inspiré l'autre a perduré pendant 500 ans, puis celui qui s'en est inspiré perdure depuis presque 250 250 ans. ans. Peut-être que la source de la stabilité politique se trouve justement dans l'esprit des institutions républicaines qui ont été inventées par les Romains. Donc, non, sur le plan des Alors idées, faudra que la France s'en inspire un peu plus. même si la France est une république dans Oui, son mais fonctionnement,
Ouais. Voilà, parce que c'est quoi la France? C'est ça, c'est déjà la cinquième République. Jean-Luc Mélenchon Voilà. veut la transformer en sixième Sixième République. République. Euh, voilà. Très bien. Bon, ben écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet 31e épisode. Puis, ben écoutez, sur ça, on vous souhaite aussi un joyeuse Pâques. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour le 32e épisode. Alors, sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.